Bonjour, Monsieur Pullman. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à la Sorbonne. Vous avez écrit récemment un livre fantastique sur les salons. Et donc, nos lecteurs assidus du blog France Blog Info vous connaissent déjà parce qu'on fait régulièrement une petite interview, comme avec le livre Rouge et la Terre, que je n'ai pas sous la main, c'est dans l'étagère un peu plus loin, c'est pas grave. Mais cette fois-ci, vous avez écrit un livre. D'abord, c'est le confinement, c'est la pandémie, n'est-ce pas? Et vous allez bien, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Et vous avez, pendant la pandémie, vous avez eu l'idée d'écrire un livre avec le titre Hyperformance et vous avez jeté un coup d'œil sur le sportif. Est-ce que c'est une manière d'échapper à l'isolement et au confinement, au moins mentalement? Bien sûr, mais de toute façon, il suffit de regarder, nos bureaux pour, réaliser que les livres, la lecture, l'écriture sont un grand réconfort dans des périodes comme, celle-là. Je me permets de dire que j'ai l'impression que mon bureau est mieux rangé que le vôtre, hein, d'ailleurs. Mais on a tous les 2 des livres absolument partout. Je vais couper la vidéo et je vais d'abord ranger mon bureau et ensuite je vais vous rappeler. Au contraire, c'est très sympathique tous ces livres. Les exploits extraordinaires de nos sportifs ne viennent pas seulement de muscles. La matière grise y est aussi au rendez-vous. Réflexion et la force des muscles. Quelle est la part de ces ingrédients sur le chemin vers le but, vers la victoire? Ah, d'une certaine façon, c'est indécidable, hein. C'est comme la querelle entre l'inné et l'acquis. Les capacités physiques et les capacités, mentales sont inextricablement mêlées chez les sportifs de haut niveau. Ce sont toujours des gens qui ont des capacités physiques exceptionnelles. Un tennisman comme Roger Federer, j'ai beaucoup travaillé et enquêté sur le tennis. Il a, une décoordination entre le haut du corps et le bas du corps tout à fait exceptionnelle. Il a aussi des capacités visuelles formidables. Il attrape très, très vite les informations. Mais, il n'y a pas que ces capacités physiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des capacités physiques, hors du commun. Il y a aussi chez les sportifs de haut niveau beaucoup de travail, énormément de travail et beaucoup de réflexion. Les sportifs de haut niveau, souvent, sont des gens qui, par nécessité, n'ont pas fait des études très poussées, mais ça n'empêche pas qu'ils ont beaucoup réfléchi depuis très longtemps. Ils sont confrontés à des situations compliquées, ils essayent d'analyser ces situations, de trouver des solutions et ils les trouvent. Sinon, ce ne seraient pas des sportifs de haut niveau. J'ai souvent été frappé par, les capacités d'observation de ces sportifs. Pour vous donner juste un exemple, le pilote automobile Jackie Stewart, au moment où les départs des courses automobiles comme les 24 heures du Mans avaient lieu avec une petite course vers la voiture au moment où le starter abaissait son drapeau. Il fallait que les pilotes courent vers la voiture, montent dans la voiture et démarrent. Aujourd'hui, ça ne se fait plus pour des raisons de sécurité. Jackie Stewart avait la réputation de faire ça beaucoup plus vite que les autres et tout le monde se demandait comment il faisait. Il a raconté après que c'est tout simplement parce qu'il s'était aperçu que juste avant que le starter n'abaisse son drapeau, en général, il avait une petite inflexion du genou. Il pliait son genou. Donc, au lieu de regarder le drapeau, il regardait le genou et du coup, il avait l'information avant qu'il fallait démarrer. C'est magnifique. Euh, Rien ne fonctionne dans le sport sans cet équilibre entre les activités physiques et l'analyse mentale. Mais après tout, je voudrais quand même vous demander de préciser qui est-ce qui soutient qui. À mon avis, ça fonctionne dans les 2 sens. On dit souvent que, le mental soutient le physique. C'est incontestablement, vrai. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Heu, le fait de s'être construit, comme on dit en français, une caisse physique très solide, ça donne une confiance en soi
qui fait qu'ensuite, on sait qu'on va pouvoir, tenir le coup et ça aide à traverser les périodes un peu difficiles. Il y a un tennisman qui est tout à fait admirable pour ça, c'est un tennisman suisse qui s'appelle Stanislas Wawrinka. C'est vraiment physiquement, c'est quelqu'un qui est incroyablement solide et qui a beaucoup travaillé son physique et du coup, il sait qu'il peut tenir sur un match qui durera très longtemps, sur un match qui ira jusqu'au 5e set. Donc, s'il perd le premier set, ça va moins l'affecter que quelqu'un qui a des doutes sur ses capacités de tenir jusqu'au bout. Et d'ailleurs, les grands préparateurs physiques qui aident les athlètes à se préparer savent à quel point les dimensions mentales sont importantes. Rafael Nadal a un préparateur physique tout à fait extraordinaire qui s'appelle Johan Forcades, qui, pendant le mois de décembre, qui est le mois creux de la saison tennistique, il n'y a pas de tournoi, lui fait faire des exercices pour renforcer son physique. Mais Johan Forcades dit très justement qu'en réalité, ce qui lui importe pendant ce mois de travail, c'est que Nadal soit heureux de ce qu'il fait, qu'il y Mhm. prenne du plaisir et qu'il soit content de ce qu'il fait. Parce que, explique-t-il, c'est dans ces conditions-là qu'il abordera ensuite les matchs qui reprendront en janvier avec, de la confiance, du plaisir et donc vraiment les 2 dimensions sont très, très liées. Alors, satisfaction et réussite et épuisement physique vont de pair. Très, très clairement. Mhm. Pour avoir des capacités, physiques, il faut avoir un moral d'acier, mais pour, avoir un mental de vainqueur, il faut avoir beaucoup travaillé et s'être constitué, des capacités physiques, très solides. J'ai souvent Il suivi suffit de nous pour les. regarder d'ailleurs pour se rendre compte qu'on est tous les 2 des athlètes de haut niveau. On a comme ça des capacités physiques formidables et c'est pour ça qu'on a un mental de vainqueur. Mhm. J'ai souvent écouté les sportifs après leurs exploits ou leurs échecs avouer leurs faiblesses ou se réjouir sur leur fortune ou sur leur victoire. C'était toujours un peu, ils étaient plein de sueur et ils étaient un peu abattus. Et, mais j'ai appris avec votre livre, j'ai appris qu'il faut les bien écouter parce que c'est une manière de travailler mentalement ce qu'ils ont vécu. Et là, on voit cette collaboration presque, je pourrais dire, entre l'esprit et le corps, n'est-ce pas? Il faut d'abord les prendre au sérieux. Il y a alors je ne sais pas exactement, en Allemagne quelle est la tonalité de ce point de vue-là, mais en France, il y a une survalorisation des activités intellectuelles par rapport aux activités physiques et ça rejaillit de façon un peu négative sur les représentations du sport. Dans les milieux même si les choses évoluent progressivement, dans les milieux intellectuels, dans les milieux académiques, on a tendance à regarder les sportifs un petit peu de haut, et à penser que c'est pas forcément des gens très intelligents. C'est tout à fait erroné. Comme je l'ai dit souvent, bon, ils n'ont pas pu faire des études très poussées, parfois ils les font après d'ailleurs, après leur carrière, sportive, mais ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont des choses très intéressantes. Il faut savoir les écouter et au milieu de leurs interviews, des dialogues qu'on peut avoir avec eux, on peut trouver des pépites absolument formidables. Pour prendre un exemple, vous vous souvenez peut-être, il y a eu un grand tennisman suédois qui s'appelait Mats Wilander. Mhm. Mats Wilander continue à tourner sur le circuit en commentant, notamment pour la télévision, les matchs et il a souvent des formules absolument extraordinaires. Une qui m'avait beaucoup frappé, il disait alors c'était à propos de Nadal. On lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de Nadal et il disait que ce qui l'impressionnait le plus chez Nadal, c'est que qu'il gagne ou qu'il perde ne changeait rien à l'attitude de Nadal. Il mettait tout dans son sac à expérience, il en tirait profit
Et il concluait en disant: «Dans la vie, il y a des winners et des losers et un loser, c'est celui qui croit qu'une victoire va changer sa vie». C'est Mhm, très paradoxal comme formule, mais en même temps, c'est très, très intelligent. Parce que ce que, Wiellander veut dire, c'est que, si on est trop focalisé sur l'envie de gagner, sur l'enjeu d'un match, et ben, on va, vite perdre ses nerfs dès qu'on commence à perdre un ou 2 points, au lieu de se focaliser vraiment sur la tâche qu'on a à accomplir sur le jeu. Et ça, vraiment, je crois que, c'est digne des paroles des plus grands intellectuels. Il y a comme ça parfois des réflexions chez les sportifs de haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vraiment sont obligés de beaucoup observer ce qui se passe. mhm, On ne peut pas gagner un match de tennis si on n'observe pas attentivement, quelle est la tactique de l'adversaire, quelles sont les faiblesses de l'adversaire. Et ces capacités d'observation et d'analyse des sportifs de haut niveau, eh ben, elles peuvent nous profiter à nous tous si nous savons les entendre. mhm. Le sport, c'est une déclinaison ou articulation de ces mots réussite exemplaire, collectif, échec cuisant et rebondissement. Vous arrivez à une high performance avec quatre grands P qui indiquent le chemin vers la réussite. Chacun en définit une tâche à remplir. Seulement leur conjugaison rend la victoire possible. Regardons les quatre P de plus près. On commence avec, La préparation. oui, C'est normal de commencer par là. À vrai dire, effectivement, il y a 4 dimensions qui m'ont semblé particulièrement importantes dans l'état de corps et d'esprit des sportifs de haut niveau. Je ne prétends pas que cette liste soit exhaustive, mais c'est les 4 dimensions qui m'ont semblé les plus déterminantes. bon, Et parlons d'abord de la préparation. la 1re chose, tous les sportifs de haut niveau mettent ça en avant, c'est l'engagement dans le travail. C'est le travail préalable et l'engagement dans le travail. Il suffit d'avoir assisté à l'entraînement, à des séances d'entraînement, d'un tennisman comme Nadal ou, d'un skieur comme, Didier Cuche pour, se rendre compte que, vraiment, ils, s'infligent des séances où ils sont extrêmement concentrés, où ils vont, jusqu'à l'extrême limite de leurs forces, ils essayent même de les repousser. Il y a des disciplines où les séances d'entraînement sont particulièrement dures. C'est le cas, par exemple, en natation. Mais c'est, cet engagement dans le travail qui va permettre aux sportifs de haut niveau, d'acquérir des automatismes. Vous savez, dans le sport de haut niveau, les choses vont très, très vite. Le rétablissement acrobatique d'un skieur, la volée réflexe d'un joueur de tennis, l'arrêt d'un gardien de but, tout ça, ça se joue en une fraction de seconde et parfois on est frappé par le fait que les sportifs de haut niveau, ils sont comme dans l'anticipation du bon geste, mais c'est simplement qu'ils l'ont tellement répété à l'entraînement qu'ils ont cette, capacité. Le Cette préparation très attentive, bah, ça leur permet aussi d'accumuler de la confiance en soi. Ça leur permet de repousser les limites de la douleur et puis il y a une dimension à laquelle les gens ne pensent pas, mais qui est pourtant très importante, c'est que c'est ça qui leur permet de prévenir les blessures. Il faut s'être entraîné très soigneusement, avoir fait une préparation physique très rigoureuse, si on veut pas trop se blesser. Un joueur de tennis comme Federer a beaucoup misé là-dessus. Ça explique en grande partie sa longévité. Il a un préparateur physique formidable qui s'appelle, Paganini et il a beaucoup investi dans cette préparation physique, ce qui lui a permis d'être peu blessé pendant sa carrière. En fait, il a eu des problèmes de dos, Federer, mais c'est parce qu'il s'est fait mal en donnant le bain à une de ses filles. Sinon, dans l'ensemble, il n'a pas eu beaucoup de problèmes physiques, mais parce qu'il a fait le travail qu'il fallait faire pour ne pas en avoir.
Donc, la préparation est terminée. Ensuite, on rencontre aussi les autres. Et quel est le deuxième P? Alors le deuxième P, à mon avis, c'est le partage, Oui, effectivement. Je suis très frappé par le fait que tous les sportifs de haut niveau, y compris dans des sports d'apparence individuelle, disent qu'on ne peut pas réussir sans les autres. Croire qu'on peut réussir sans les autres est une profonde erreur. Un tennisman comme Nadal insiste beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, à la fin d'un match, vous l'avez peut-être remarqué, souvent quand on interviewe les grands champions, ils prennent le temps de remercier leur équipe. Et c'est tout à fait, c'est pas formel, c'est qu'ils savent très bien que sans les membres de leur équipe, ils n'arriveraient pas à y performer comme ils le font. Heu Federer, souvent, il vient dans les tournois avec son cordeur, parce qu'il veut que sa raquette soit toujours cordée par la même personne et sur la même machine. Le travail de ce cordeur est tout à fait essentiel pour la performance de Federer. La raquette, c'est vraiment l'outil de travail, 1 de Federer. Heu, donc ils ont cette capacité de, se faire aider, les plus grands, hein, ont cette capacité de se faire aider, d'avoir autour d'eux une équipe de gens très compétents, un nutritionniste, un kiné, qui vont les aider à construire leur carrière de sportif de haut niveau. donc c'est le collectif, ce sont les autres autour d'eux. Mais Oui, j'ajoute que maintenant, pour un sociologue comme moi, c'est particulièrement important de montrer que même dans des sports d'apparence individuelle, le collectif est présent. Souvent, on a l'impression qu'un skieur, il est tout seul, mais non. Un skieur, il a aussi un skiman qui l'a aidé à préparer, à affûter, à farter ses skis, etc. c'est comme le garage qui voyage avec le Formule 1. Mais c'est tout à fait ça. Quand une Oui, Formule 1 s'arrête, au stand, il y a tout de suite une dizaine de personnes autour et il suffit qu'une de ces personnes vise pas bien le boulon, pour que le pilote ne puisse pas gagner. ce sont les gens qui me manquent ici pour la correction et pour le transport des livres, pour la recherche, pour la bibliographie, pour toutes sortes de choses que je fais toujours seul dans ma piole ici. Bien sûr, on Bon, est pris un peu là-dedans. on a, on a vu le collectif, les personnes autour du sportif, mais il y a un certain moment où le sportif est quand même seul quand il est dans la course et quand il essaie de monter, de grimper ou de sauter loin. Et un troisième P, c'est là. Persévérance. C'est Oui. la persévérance. Heu, les sportifs de haut niveau ont un rapport très particulier à l'échec et à la réussite. Souvent, c'est des gens qui détestent perdre. C'est un trait de caractère, congénital, hem, même, d'une partie de cartes, ils n'auront pas envie de perdre. Mais ils sont capables d'utiliser leur détestation de la défaite, mais justement pour rebondir en cas d'échec, parce que les échecs sont inévitables. Même, les plus grands joueurs perdent parfois des compétitions ou des matchs. Mais justement, ils puisent dans leur détestation de la défaite la force de rebondir, de travailler de plus en plus. Et ils sont capables d'analyser leurs échecs et leurs défaites. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on progresse. Il faut savoir accepter, même si on déteste ça, le fait que parfois on a perdu, comprendre pourquoi, de façon à mieux se préparer pour, les matchs, suivants. Donc ils sont incroyablement persévérants et c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Parce qu'on a tous tendance à baisser un peu trop rapidement les bras en cas de difficulté. Et ces champions, bah, ce qu'ils nous apprennent, c'est que non, on peut toujours faire un petit peu mieux que ce qui était prévu, au départ. Mhm. Qu'est-ce qui motive? Maintenant, nous arrivons au dernier P. Qu'est-ce qui les motive? Ils doivent avoir quelque chose qui les motive, qui leur donne envie de continuer. C'est le Bah, plaisir, n'est-ce pas?
Oui, la motivation, c'est toujours un peu mystérieux, ça dépend un peu des gens. On a chacun nos propres équations psychiques particulières. Mais il me semble que le moteur le plus puissant qu'on puisse trouver pour, s'infliger des séances de travail, dures, pour, rebondir et persévérer en cas d'échec, c'est tout simplement le plaisir qu'on prend, à notre, activité. Hem, les sportifs de haut niveau, ce sont des gens, par exemple, qui atteignent des degrés de concentration extrêmes. Il y a d'ailleurs des sports où c'est absolument impératif parce que sinon c'est très dangereux, l'alpinisme, la conduite automobile et cetera. Comment est-ce qu'on fait pour se concentrer? Eh ben, le moyen le plus efficace pour être concentré sur quelque chose, c'est d'y prendre plaisir. En réalité, la concentration, ça n'est rien d'autre que l'intérêt qu'on prend aux choses qu'on est en train de faire. Il Mhm, suffit de réfléchir, si vous me permettez cette, parole, à quelle est l'activité sur laquelle on est la plus concentré quand on la fait et avec plaisir pour s'en rendre compte. Et c'est les sportifs de haut niveau, c'est des gens qui ont cette capacité. À nouveau, Federer, c'est un des secrets de sa longévité. Federer adore jouer au tennis, il prend plaisir à la vie qu'il mène et c'est pour ça que bien que maintenant il ait atteint un âge un petit peu avancé, bah, il continue sur le circuit et en réussissant de très belles, performances. mhm. Au fil de cette enquête, qu'est-ce qui vous aura au fond le plus frappé dans l'univers du sport de haut niveau? Je dirais que c'est, dans l'attitude des sportifs de haut niveau, ce qui me frappe le plus, c'est leur réalisme et leur humilité. On a parfois tendance à imaginer que les sportifs de haut niveau sont des gens très vantards qui, se disent qu'ils vont tout déchirer et cetera. Non, heu, c'est des gens d'abord qui savent exactement à quel niveau ils sont, à quel niveau ils veulent parvenir et quel est le chemin qu'il leur faut parcourir pour atteindre ce niveau et à quel point ils ont besoin de l'aide des autres pour, parcourir ce chemin. Il y a évidemment des sportifs de haut niveau qui sont fanfarons, comme dans tous les milieux, mais en général, ce sont des gens qui sont plutôt humbles et très réalistes. Mhm. Euh, je voudrais savoir où est-ce que vous avez rencontré les sportifs? Vous étiez aussi dans les coulisses, n'est-ce pas? J'ai eu la chance d'enquêter beaucoup dans le monde du tennis. Comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'ai publié un livre sur l'organisation du tournoi de Roland-Garros il y a Je vais quelques maintenant années. montrer la couverture de ce livre, Rouge et la Terre. Absolument. Et bon, j'ai eu la chance que ça me mette en contact avec des sportifs de haut niveau, avec, des préparateurs physiques, des préparateurs, mentaux. J'ai enquêté aussi dans le milieu du volley-ball, et puis, comme tous les intellectuels, français, je lis L'Équipe tous les matins et parfois, il y a dans L'Équipe des interviews extrêmement intéressantes. Il y en a qui ne le sont pas, il y en a, qui sont banales, mais parfois il y a vraiment des pépites. Simplement, il faut prendre le temps de bien écouter ce que les sportifs, racontent. Votre livre High Performance s'adresse à qui? Je dirais qu'il s'adresse un peu à tout le monde. Au départ, j'ai fait beaucoup de conférences pour des managers parce que évidemment les managers d'entreprise, ça les intéresse, de savoir comment améliorer leurs propres performances et améliorer les performances, de leurs collaborateurs. Donc, je pense qu'il y a pas mal des indications qui se trouvent dans ce livre qui intéressent le monde de l'entreprise. Mais en réalité, ça nous concerne tous. Nous n'avons pas les uns et les autres la prétention d'être ou de devenir des sportifs de haut niveau, mais nous avons tous intérêt à utiliser au mieux nos capacités, quelles qu'elles soient, pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, pour aider les gens qui sont autour de nous à atteindre leurs propres objectifs. Et donc, je pense que les indications qui se trouvent dans ce livre peuvent être utiles à toute personne qui saura
en faire son miel. Pour vous donner un exemple, moi, ça m'est utile dans ma vie quotidienne. Je suis universitaire, je suis professeur. Il peut m'arriver parfois, de faire des conférences devant des amphithéâtres où il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants ou beaucoup de participants et je peux avoir un coup de stress avant de faire une conférence comme ça. Un peu le trac. Ben voilà, un peu le trac, exactement. Quelle jolie maîtrise de la langue française. Eh bien, pour, une des choses que j'ai appris, c'est qu'il y a un moyen très simple de balayer ce stress. C'est juste avant de rentrer dans l'amphithéâtre ou dans la salle de conférence, de se remettre en mémoire une conférence précédente qui a très bien marché. C'est tout bête, c'est tout simple, mais cette visualisation positive est souvent utilisée par les sportifs de haut niveau, le fait de penser positivement et moi j'ai appris ça d'eux et ça m'est utile dans ma vie quotidienne. Je le fais avant notre interview en pensant à notre dernier entretien sur le salon. Et ben voilà, c'est ce que je Merci disais, beaucoup, monsieur. c'est moi qui vous remercie, c'est un Merci plaisir, beaucoup. À une prochaine fois. Merci avec grand beaucoup. Au plaisir. revoir.